spectaculaire. D'ici là, passez une très belle soirée. Vous retrouverez Géraldine demain. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes ce soir, l'agression spectaculaire d'une ambulance des pompiers qui transportait un homme blessé. Des individus armés ont mis le feu au véhicule avant de prendre la fuite. Une page régionale en grande partie consacrée aux problèmes liés à la fermeture du tunnel du Chambon, route coupée, menace d'effondrement de la montagne, économie sinistrée de part et d'autre de la frontière entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Nous ferons l'état des lieux avec un dispositif spécial en collaboration avec nos homologues de France 3 Provence Côte d'Azur. Et puis nous verrons que la noix de Grenoble est sous la menace d'un champignon destructeur, le Colétotrichum. Pour le combattre, lui et les autres nuisibles qui attaquent la noix, les scientifiques déploient tout un arsenal de défense. Carole Gessler prendra les commandes à 19h30 pour l'édition nationale avec 2 titres au sommaire. La France sur écoute. La France qui réclame des comptes aux États-Unis après les révélations sur les écoutes des présidents Chirac, Sarkozy et Hollande. L'exécutif dénonce des pratiques inacceptables des services secrets américains. Nous serons au Quai d'Orsay où l'ambassadeur américain a été convoqué pour une séance d'explication. Et puis de nouvelles preuves de la pollution dans nos océans avec des images impressionnantes de déchets plastiques. L'association 7e continent vient de terminer une expédition dans l'Atlantique Nord. Mais tout de suite, dans les Alpes, cette incroyable opération commando qui s'est déroulée tôt ce matin à Duin, en Haute-Savoie. Une ambulance des pompiers qui transportait un homme blessé a été attaquée par des individus armés. Ils ont ensuite mis le feu au véhicule avant de s'enfuir. Tout s'est passé avec une violence impressionnante. Bernard Portugal, Christian Mathieu. L'attaque a eu lieu sur cette route à la sortie de la commune de Duin. Les pompiers de Faverges viennent de prendre en charge un jeune homme de 19 ans, blessé à l'arme blanche, et ils le transfèrent à l'hôpital d'Annecy lorsqu'ils constatent qu'un véhicule qui les suit vient de heurter le terre-plein central. Ils sortent de leur ambulance et se retrouvent face à face avec le conducteur de la voiture, cagoulé, qui les menace avec une arme. Ensuite, tout se passe très vite. Donc les pompiers se retrouvent à l'extérieur, sans visibilité sur ce qui se passe à l'arrière de l'ambulance et ne voit pas ce qu'il advient puisque à ce moment-là, il y a une mise à feu du véhicule de pompiers par le ou les personnes qui étaient dans le véhicule suiveur. Le véhicule des pompiers s'embrase aussitôt et les incendiaires, sans doute au nombre de 3, prennent la fuite. 2 chauffeurs routiers, témoins de la scène, vont réussir à sortir le jeune homme blessé de l'ambulance en flammes. Un important dispositif de gendarmerie est aussitôt mis en place pour retrouver les fuyards. On a mis 70 gendarmes immédiatement sur le terrain entre 3h30 et 4h30. L'hélicoptère, très rapidement aussi. Toutes les recherches ont été effectuées, essentiellement sur le secteur du bassin du lac d'Annecy, mais également plus largement sur une large partie ouest du département de la Haute-Savoie et sur les secteurs limitrophes du département de la Savoie. Ce soir, les fuyards n'ont toujours pas été retrouvés. Le jeune homme blessé, connu pour des faits de petite délinquance, a été hospitalisé à Annecy. Ses jours ne sont pas en danger, mais il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Quant aux pompiers, choqués, ils sont sains et saufs. Seul l'un d'entre eux a été légèrement blessé. Voilà, 2 alpinistes étrangers, sachez-le, ont trouvé la mort après avoir dévissé dans le couloir du Goûter, dans le massif du Mont-Blanc. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Et puis avant de développer le reste de l'actualité en Isère et dans les Deux-Savoies, nous ouvrons maintenant une page spéciale Tunnel du Chambon en collaboration avec nos voisins de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va revoir en détail tout ce qui s'est passé depuis le 10 avril et la fermeture de la route. Tout de suite, c'est Philippe Fabrègue en direct du côté de la Grave. Bonsoir Philippe. Bonjour. Depuis le 10 avril, la départementale 1091 qui relie le col du Lautaret à la ville de Grenoble est fermée à la circulation. En cause, l'effondrement de la voûte du tunnel du Chambon, situé en Isère à quelques kilomètres des 2 communes des Hautes-Alpes, La Grave et Villars-d'Arène. Depuis 2 mois, ces 2 communes sont complètement isolées puisqu'il s'agissait là de leur seul moyen de circulation vers leur vie économique et administrative. Alors, à situation exceptionnelle,
exceptionnel, dispositif exceptionnel. Ce soir, nous retrouverons dans quelques minutes nos confrères de France 3 Rhône-Alpes en aval du tunnel du Chambon. Céline Aubert reviendra un petit peu sur la situation technique et géologique de ce fameux tunnel du Chambon. Il existe bien sûr des solutions pour aller sur Grenoble, des solutions routières et terrestres, mais elles sont 2 fois plus longues, plus distantes et plus onéreuses, en passant par le col du Galibier ou encore par le tunnel du Fréjus. Une situation vraiment dramatique pour les 800 familles qui habitent ici dans la haute vallée de la Romanche. Des familles traumatisées, en détresse, qui vivent très mal cette situation depuis 2 mois. Je vous propose tout de suite de vivre et de revoir un petit peu une famille de la Grave. Le reportage et les images sont de Frédéric Renard. T'aimerais aller à Bourdoisan, toi? Ah non, hein. Maman non plus, elle a pas envie d'aller à Bourdoisan. Hein. Dans la famille Bouillet, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Tout ce petit monde habite aux terrasses, un hameau de la Grave. Damien, le papa, et Judicaël, la maman, travaillent dans l'Isère, aux Deux-Alpes. Lucie est collégienne à Bourdoisan. Tous les jours, ils empruntent la fameuse navette sur le lac du Chambon. Seul Kevin est scolarisé dans les Hautes-Alpes, à Villard-d'Arène. La fermeture du tunnel du Chambon met cette famille dans une situation très difficile. Aux Alpins depuis des générations, ils envisagent même de déménager. Aujourd'hui, oui, on va faire des demandes de crédit à la banque parce que on a besoin d'acheter ou de louer sur Bourdoisan ou les environs parce que il faut qu'on travaille. Comme tout le monde, on a besoin de travailler et en plus, nous, on travaille tous les deux sur les Deux-Alpes. On est dans une impasse, on ne sait pas de quoi va être fait demain, on ne sait pas. Pour Géraldine, une voisine de la famille Bouillet, la situation est semblable. Enseignante à Visil, elle ne se voit pas faire tous les jours le trajet en navette fluviale ou un grand détour par Saint-Jean-de-Maurienne. Elle songe à prendre une location vers Grenoble, mais son compagnon travaille à la Grave et ils ont une petite fille. Une situation inextricable. On accumule le stress. La pression, ça se ressent du coup sur les relations familiales et puis comme je le disais tout à l'heure sur le bateau, hein, les gens accumulent et puis s'il y a un petit truc qui se passe pas bien parce qu'ils sont pas à l'heure ou je ne sais quoi, ils craquent. Au-delà de l'aspect économique, la fermeture du tunnel du Chambon pourrait avoir un impact immense sur l'équilibre sociologique et psychologique de plusieurs centaines de familles dans la vallée de la Romanche. Nous sommes ici donc au village de la Grave, au pied du fameux glacier de la Meije. Nous allons tout de suite retrouver de l'autre côté du tunnel du Chambon Céline Aubert, notre confrère de France 3 Alpes. Céline Aubert, je crois que la situation de ce tunnel a beaucoup évolué dans ces dernières heures. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Et bien de ce côté du tunnel, on a les mêmes inquiétudes, on a les mêmes attentes avec cette différence. C'est de notre côté que la montagne s'effondre, 14 cm par jour. C'est pour cela qu'hier, le chantier du tunnel a été stoppé net. Et puis dans la foulée, aujourd'hui, une conférence de presse s'est tenue à Grenoble, organisée par le conseil départemental et par la préfecture de l'Isère pour répondre à toutes les questions d'ordre géologique et technique. Et puis aussi pour évoquer des solutions pérennes. Reportage Joël Serroni, Jean-Pierre Rivet. Une crevasse de 60 mètres de long, large d'environ 8 mètres. Voilà à quoi ressemble la faille sommitale de la zone en mouvement. Une masse qui glisse doucement vers le lac avec des vitesses atteignant 25 cm par jour, au niveau des fissures verticales latérales. Encadrés par 2 experts géologues, le préfet et le président du conseil départemental de l'Isère ont fait le point complet sur les mouvements de la montagne ces derniers jours. Et présenté pour la première fois des images tournées à l'intérieur du tunnel. Aujourd'hui, on est dans la gestion de l'urgence, 2 dans la gestion du temps intermédiaire, et puis 3, et les équipes vont commencer dès que cette situation d'urgence sera passée, et tout le monde peut le comprendre, à travailler sur une solution pérenne. La solution pérenne reste à imaginer. Pourquoi pas un viaduc ou un nouveau tunnel lorsque la montagne se sera stabilisée. En attendant, à moyen terme, les efforts seront portés sur l'unique alternative possible. Une voie de circulation sur la rive opposée, une route de 3,50 m de large, ouverte aux véhicules de moins de 19 tonnes. L'État s'est engagé à soutenir le projet, les procédures seront simplifiées, mais pour des raisons de sécurité, le chantier ne pourra démarrer que si le risque d'effondrement est effacé. C'est la montagne qui bouge, c'est pas la route, c'est la montagne qui bouge. Et elle bouge comme elle entend bouger, à son rythme et au volume imaginé. Donc c'est la nature qui dicte
nos opérations. C'est pourquoi, face à cette incertitude, parce que la falaise finira bien par partir, en partie ou en totalité, il devenait indispensable, sans attendre, d'ouvrir cet itinéraire de secours sur la rive opposée. Un itinéraire ouvert au mieux dans 4 mois, le temps nécessaire pour construire les 5,3 km de route, si toutefois le glissement de la masse instable intervient rapidement sur la rive opposée. Le lancement des chantiers, du chantier de la route de substitution, c'est le feu vert qu'on attendait de l'État. Car depuis que la montagne a commencé à s'effondrer, eh bien, les navettes ne circulent plus sur le lac. Alors pour les personnes qui doivent se rendre de part et d'autre du tunnel, la seule solution, c'est d'emprunter un sentier, un chemin muletier qui, vous allez le voir, est plutôt adapté à des montagnards aguerris. Un reportage réalisé avec Franck Serroni et avec Sylvain Dumaine. C'est ici que débute le sentier, juste après le petit parking, dans le hameau des Aimes. Pas très bien équipé, on va dire. Je ne suis pas parti pour faire la randonnée à la base. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On verra, mais ça va le faire. On verra bien le chemin après. Vous n'avez jamais pris? Jamais. Je découvre. Ça va être la surprise. Surprise totale. Cyril Delbar est cuisinier aux Deux Alpes, mais il vit à Serre-Chevalier. Pour rentrer chez lui, pas le choix, il faut emprunter cet ancien chemin muletier, presque 3 km en direction du refuge des Clos. Sauf qu'au moment de redescendre sur Parisé, la route est très étroite, vertigineuse par endroits. Il y a eu quand même des intempéries au mois de mai, de fortes pluies. Donc il faut retailler un petit peu les routes et c'est surtout au niveau des passages des combes où la plupart du temps le chemin disparaît régulièrement et il faut peut-être sécuriser, peut-être même avec une corde. Une demi-heure à 3/4 d'heure de marche en montagne 2 fois par jour. Pour les habitants de la vallée de la Romanche, la situation ne cesse d'empirer. Elle est pire que dramatique. La vallée est en train de mourir et de façon certaine, quoi. Là maintenant il n'y a même plus les bateaux, vous vous rendez compte, les bateaux c'était un pis-aller qui permettait éventuellement aux travailleurs avec beaucoup d'horaires supplémentaires d'aller travailler, mais maintenant il n'y a plus rien du tout. Ici on est au bout du monde et de l'autre côté ils sont aussi au bout du monde. C'est un double bout du monde. De l'autre côté de la rive, la purge de la falaise a débuté pour sécuriser le futur chantier de la route de substitution. Des travaux en zone sensible qui devraient débuter d'ici 10 jours pour une ouverture prévue courant octobre. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation ici côté Isère. Je vous propose de retourner de l'autre côté du tunnel. Philippe, je crois que cette catastrophe géologique, elle concerne de nombreuses familles, des salariés, mais aussi de nombreux acteurs économiques. Absolument, Céline. Nous sommes ici au pied d'une des plus belles vitrines géologiques et touristiques des Hautes-Alpes, le fameux glacier de la Meije. Avec nous, comme invité, David Le Guen, qui est responsable commercial du téléphérique de la Meije. Vous êtes aussi conseiller municipal à Villard-d'Arène. Forcément, les répercussions économiques sont énormes pour ce bassin de vie ici. Bonsoir. Pour ce bassin de vie, donc si on parle juste de l'entreprise qui me concerne, qui est une des vitrines et le joyau des Hautes-Alpes, parce que c'est la seule qui donne accès à un glacier, on tourne autour de là actuellement moins 50% en termes de fréquentation et donc de recettes. On s'attend à ce que ce soit presque pire, malgré toute la communication qu'on essaye d'instaurer pour dire qu'effectivement la route est coupée au Chambon, mais ça vaut le détour. Il faut prendre le temps de passer par l'école des Alpes et pour ceux qui n'aiment pas la route d'école, prendre le tunnel du Fréjus, même avec un surcoût. Il faut prendre le temps de venir. C'est beaucoup de monde essaye de venir quand même, mais on prend moins 50%. Si je parle après des commerçants, des hôteliers, des bars, des restos, ils nous annoncent loin de la gaieté de cœur des moins 80%. On est vraiment dans une situation dramatique localement. Et c'est comme un tremblement de terre, on est vraiment proche de l'épicentre, donc on est les plus touchés. Après, si on raisonne à l'échelle de vraiment toute la vallée de la Haute-Romanche et de la Guisane, on s'aperçoit que c'est à peu près plus de 40 000 personnes qui commencent à être impactées négativement par cette fermeture du tunnel et cet effondrement. Effectivement, il y a moins de réservations, on annule des réservations, il y a moins de passages. Les événements aussi sportifs qui étaient prévus vont beaucoup altérer votre économie.
Oui, le Tour de France, c'est une des vitrines quand elle passe par ici. On sait que c'est des retours directs et indirects pour les années futures. Après, on a d'autres événements comme la Gravissime ce week-end, un rassemblement d'alpinisme. On a eu des annulations. On attend 170 concurrents. On est déjà monté jusqu'à 250. Il y a vraiment des annulations. Cet été, le 18 juillet, on devrait avoir le Festival Messiaen, un concert philharmonique à la gare de 2004. Un orchestre philharmonique qui joue en pleine montagne. C'est encore du jamais vu en Europe, à ma connaissance. Et on a des répercussions quand même, parce qu'on a quand même des annulations. Et surtout, on a, plus que les annulations, maintenant, on a un manque de réservation, en fait. Les gens ont pris peur de la destination, alors qu'elle reste l'une des plus belles des Hautes-Alpes, malgré les temps de trajet rallongés. Merci David Le Guen. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la situation économique de cette haute vallée de la Romanche. C'est sûr, maintenant, le Tour de France ne passera pas par le col du Lautaret et par la Grave. Il y aura un détournement d'étape. Voilà, donc on souhaite bien sûr beaucoup de courage et on reviendra en détail sur les solutions proposées dans les semaines et les mois à venir pour désenclaver cette vallée de la Haute-Romanche. Et merci à vous, Philippe Fabrègue et Céline Aubert, pour ce dossier complet sur le tunnel du Chambon, en direct du double bout du monde. On a retenu la formule. Ce mercredi 24 juin marque aussi le début des soldes d'été avec de bonnes affaires à faire jusqu'au 4 août. Les commerces s'en réjouissent, mais entre soldes privés et promotions ponctuelles toute l'année, est-ce vraiment encore un événement? Réponse dans les rues de Grenoble avec Florine Heba et Bertrand Tang. 8h30 ce matin, premier jour des soldes. Dans le centre-ville, c'est le calme plat pour cet événement qui n'en est plus vraiment un. Je me laisse guider uniquement par mes envies du moment. Et si ça passe par les soldes, tant mieux, sinon tant pis. Je voulais savoir si vous alliez faire les soldes aujourd'hui. Pas du tout. Ça vous intéresse pas? Non. Pourquoi? Je suis désolée. Parce que j'ai d'autres choses de prévues et j'ai pas besoin de faire les magasins. Donc voilà, j'ai besoin de rien de particulier. Un matin finalement comme les autres, où rares sont les boutiques qui ont ouvert spécialement. Mais pour celles qui jouent le jeu, les clientes sont au rendez-vous. Je sais que les magasins ouvrent plus tôt, ils font des réductions supplémentaires. Voilà. Et vous avez repéré? Non. Ah, donc motivé là? Voilà, toute la journée. Dans ce magasin, ça commence très fort. Des prix réduits de moitié, voire plus. Pour le personnel, le réveil a sonné très tôt. Ils étaient là dès 6h du matin. C'est une très grosse journée, c'est la plus grosse de toute façon. En tout cas, depuis 4 ans que je tiens le magasin ici. C'est le premier mercredi des soldes, vraiment, surtout l'été. En centre-ville, c'est l'été. L'hiver, on fait moins de chiffres, mais l'été, on carbure. De bonnes affaires, il y en aura pendant 5 semaines. Par contre, pour les tailles, premier arrivé, premier servi. Dans ce magasin de démarque, on casse les prix toute l'année, mais pendant les soldes, on fait encore plus fort. Il y avait une chaussure que je suis venue voir, on m'a dit que c'est 10 €. Et je l'ai laissé, je suis partie, je suis revenue, je l'ai trouvé. C'était à 5 € pour l'enfant et je l'ai pris. Donc j'ai trouvé mon bonheur. Eh oui madame, visiblement vous n'êtes pas toute seule. Les caisses ont tourné à plein régime. La preuve, les paniers sont bien garnis. L'air du temps toujours. Chaque été, l'État intensifie les contrôles dans les secteurs liés aux vacances. L'objectif est d'assurer aux touristes la sécurité sanitaire et la qualité des prestations proposées. Nathalie Rapuc et Didier Albrand ont suivi une opération de contrôle. C'était à Villers-de-Lans, dans le Vercors. Très bien. Donc au niveau des employés en cuisine, vous êtes combien? Dans le restaurant de cet hôtel, les inspecteurs de la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, contrôlent la conformité de la cuisine. Un questionnaire précis qui va des aliments à l'inspection des bâtiments. Voilà, je pense qu'il y aura besoin de faire quelque chose. De toute façon, on essaye de faire de notre mieux. Après, si on fait des erreurs, ils sont là pour nous rectifier les erreurs. Donc, ils font un rapport. Et puis, à partir de ce rapport, on continue à mettre en place les procédures pour essayer d'avancer le mieux possible. Après le contrôle de sécurité sanitaire, les inspecteurs s'assurent de la loyauté de la transaction. C'est-à-dire que nous regardons en fonction de ce qui est proposé sur la carte. On va voir donc avec le chef ou le responsable de l'établissement pour vérifier sur les bons de livraison, sur les factures, si effectivement le produit qui est proposé sur la carte et qui est un produit quand même avec une certaine valorisation, avec des origines régionales ou des choses comme ça, voir si ce produit correspond bien et qu'il n'y a pas éventuellement une tromperie du consommateur qui se cacherait derrière. Côté spa, là aussi, il s'agit de la protection économique des consommateurs. Caroline contrôle tous les services proposés. Maintenant, toutes les structures ont souvent un site internet. Donc le but, c'est de recueillir des informations, tel un consommateur, et ensuite de vérifier sur place si on retrouve bien les prestations annoncées.
Hôtels, restaurants, centres équestres, au total, près de 1800 établissements ont été contrôlés en 2014. Tous les établissements ne sont pas contrôlés chaque année. Nous axons nos inspections sur les établissements qui ont fait l'objet de relevés de non-conformité l'année précédente ou sur les établissements qui n'ont pas été vus depuis 2, 3 ou 4 ans. L'opération interministérielle vacances se poursuit jusqu'au 15 septembre prochain. La chronique scientifique face aux différents nuisibles qui attaquent la production de la noix de Grenoble. Les chercheurs développent tout un arsenal de défense. Dans le collimateur cette saison, le Colétotrichum, un champignon destructeur. Xavier Schmitt et les images de Antoine Marnas. Visite de contrôle dans un verger de noyers. 2 scientifiques et un producteur examinent des parcelles expérimentales. Ils traquent le nouvel ennemi numéro 1 de la noix. Le Colétotrichum, c'est un minuscule mais redoutable champignon apparu en 2011. Une attaque aussi explosive qu'imparable. Elle a été déclenchée à la veille de la récolte. Visuellement, donc là on a une tache assez nette de Colétotrichum. La tache pour l'instant est relativement faible. Elle va ensuite s'agrandir énormément et à la fin on va avoir une noix qui sera complètement noire. 30 hectares de noyers, les bancs d'essai de la station d'expérimentation Lucicole. On y dépiste les ravageurs de la noix. Elle en compte moins que beaucoup de fruits, mais une bonne dizaine tout de même. Bactéries, acariens, insectes, pas forcément avec des dégâts. Et désormais le Colétotrichum. Pour le combattre, il faut le connaître, déterminer son identité et son cycle de vie. Là, nous, on a ramassé des fruits sur une parcelle contaminée l'année dernière. Et donc, à chaque pluie, on relève ces lames pour voir s'il y a eu ou non projection de Colétotrichum. Les prélèvements sont décryptés au laboratoire. Des souches sont également mises en culture et des analyses plus poussées confiées à d'autres laboratoires. Il existe plus de 600 espèces du champignon tueur. C'est l'un des plus gros agents pathogènes du monde végétal. Il y a un complexe d'espèces qui contient encore d'autres espèces. Et donc on cherche aussi à savoir quelle espèce est concernée. Et ça doit faire appel à des méthodes moléculaires aujourd'hui, parce qu'on n'est pas capable de les différencier uniquement par leur morphologie. Contre les autres agresseurs, tout un arsenal est déployé. Des pièges pour évaluer la virulence du papillon Carpocaps ou celle de la mouche du brou, un nuisible venu de Californie via l'Italie. Les traitements aussi sont testés ici. Des produits phytosanitaires, mais aussi des armes biologiques, soit des insectes auxiliaires, soit des leurres sexuels. Par exemple, sur le Carpocaps du noyer, on va pouvoir utiliser des confuseurs sexuels. Donc on va pouvoir mettre des petites hormones qui vont pouvoir confuser les mâles et donc il ne va pas y avoir d'accouplement et après nous aurons moins de problèmes d'attaque sur les noix. On va pouvoir avoir le même principe sur la mouche du brou ou après sur les maladies comme par exemple en bactériose du noyer où on va utiliser du cuivre. Le champignon Colétotrichum n'a pas fait de gros dégâts dans la dernière récolte. Mais à terme, une offensive d'ampleur est redoutée. Quelle variété est la plus vulnérable? Quel sol est le plus propice? Le laboratoire Lucicole a bien plus de questions que de réponses. Pour trouver l'arme fatale, il lui faut s'appuyer sur la recherche appliquée et sur la vigilance des producteurs. Et on termine avec cette exposition exceptionnelle proposée par la Fondation Pierre Gianada de Martigny en Suisse. Elle s'intitule Matisse en son temps. Elle dévoile l'œuvre du maître à travers ses amitiés et ses échanges artistiques au fil des ans. Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. Il rêvait d'un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant. Force est de constater que Matisse a formidablement accompli sa pensée. L'impression lorsque l'on découvre cette exposition, c'est l'incroyable variété des couleurs, la gaieté des œuvres, le bonheur qui explose au Simèze. Quand on entre déjà ici, c'est vrai, on est envahi par ces couleurs qui viennent de partout. Le visiteur déjà va découvrir directement le fameux atelier rouge. C'est probablement une des dernières œuvres peintes par Matisse en 1948, parce qu'après, il s'arrêtera complètement pour se consacrer essentiellement à ses découpages. Matisse et ses contemporains, Matisse et ses influences nous invitent à un beau voyage artistique.
C'est une exposition qui met Matisse dans un nouveau contexte, celui donc les relations que Matisse entretenait avec ses contemporains, les influences aussi qu'il a exercées donc à chaque période artistique. De façon chronologique, l'exposition nous présente les débuts, dans l'atelier Moreau, la grande empreinte du fauvisme, les odalisques, l'atelier du Midi et cette fin de vie faite de papier découpé et assemblé en toile lumineuse. C'est la première fois que l'artiste est ainsi au centre d'une exposition ici, dans la Fondation. Organisée par le Centre Pompidou, elle réunit également des œuvres issues de collections publiques et privées suisses. Un beau cadeau d'anniversaire pour celui qui, depuis 40 ans, fait respirer, fait vivre ce lieu si symbolique, un peu plus fatigué mais toujours passionné et enthousiaste. C'est la justification de tout ce du travail, de l'énergie, du temps, de l'argent qui sont nécessaires pour une telle manifestation. La satisfaction du public, c'est la récompense. Toujours le même bonheur? Oui, parfois un peu plus fatigué. Quand même 80 ans, ça commence à compter. Ça se voit pas? Oh, faut mettre des lunettes. Matisse en son temps, c'est jusqu'au 22 novembre en Suisse. Et pour terminer, bonne chance à tous les collégiens qui vont passer demain les épreuves du brevet.